Tout d'abord, on vous remercie d'être venu pour cette conférence sur l'actualité des baux commerciaux de l'année 2024. Quelques mots de présentation. Donc, je suis Régis Allard, je suis avocat, j'exerce au sein du département immobilier du cabinet Fidal et j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'animer cette conférence avec deux de mes brillantes consoeurs, Julie Le Goff à ma droite et Filiz Alparslan, j'y suis arrivé, à ma gauche. Donc Julie est avocate également, elle exerce au sein du même département que moi dans la team baux commerciaux et elle gère au quotidien les problématiques relatives au bail commercial avec le talent et la motivation qu'on lui connaît. Filiz est l'une de nos brillantes avocats fiscalistes avec une expertise aiguë et reconnue sur un impôt particulier qu'est la TVA et qu'en qualité de simple juriste, j'ai toujours un peu de mal à appréhender, surtout dans les baux commerciaux qui nous concernent aujourd'hui. Alors quelques brefs propos introductifs. En cette fin d'année 2024, année olympique et paralympique, faut-il le préciser, nous devions nous-mêmes de relever un défi à notre niveau et avec nos armes, c'est-à-dire condenser en 1 heure une année d'actualité des baux commerciaux. Donc l'épreuve est assez compliquée puisque le choix est large et la sélection fut difficile. Et en cette année 2024, même si c'est un peu passé inaperçu avec dans l'ordre les élections, la dissolution, les Jeux Olympiques, le microcosme des baux commerciaux a été marqué par le 10e anniversaire de la loi Pinel du 18 juin 2014 et qui est la dernière vraie et profonde intervention du législateur sur le statut des baux commerciaux. Donc 10 ans de surprises, de combats et d'interrogations qui sont toujours pas levées à l'heure où je vous parle. Comme un fait exprès, le législateur avait prévu de retoucher à la marge le statut des baux commerciaux cette année, au travers d'une loi plus générale sur la simplification de la vie économique. Un objectif ambitieux, tant il paraît difficile de simplifier la vie économique quand le droit des affaires ne cesse de se complexifier. Mais la dissolution et la censure ont eu raison pour le moment de ce projet. Donc le statut des baux commerciaux victimes d'un 49.3, je vous laisse choisir votre camp. On en reparlera quand même quelques minutes après, parce que le projet qui est appuyé par un accord conclu entre les fédérations représentatives des bailleurs et des locataires est toujours dans les tuyaux et risque probablement de passer lorsque la crise politique aura cessé. Et malgré ce coup d'arrêt légal, l'actualité des baux commerciaux de l'année n'en demeure pas moins riche, animée par des praticiens au maximum de leur forme et de leur talent, qui ne cessent de continuer à faire évoluer ce droit spécial. Et en baux commerciaux, pour rester dans l'allégorie sportive, et reformuler à ma sauce la célèbre maxime de Pierre de Coubertin, l'important c'est de pratiquer. Et pratiquer, c'est faire évoluer. Et on a un exemple tout frais qui est lié à la jurisprudence très foisonnante de l'année 2024, parfois déroutante, sans parler des commentaires à chaud et plus ou moins partisans que vous voyez passer sur les réseaux sociaux au sujet de décisions qui sont à peine rendues et qui confondent parfois ou détournent volontairement ou volontairement le sens de ces décisions. Donc difficile de s'y retrouver, je le conçois, et puisse notre intervention de ce jour vous aider si nécessaire. Alors à cette fin, nous avons sélectionné sur le podium des décisions qu'on a regroupées sous 5 thèmes. Un premier thème qui sera consacré au loyer, un deuxième thème sur la compétence au sens judiciaire du terme, un deuxième thème sur la disparition du bail, un quatrième thème sur la convention dérogatoire au statut et petite nouveauté cette année puisque Filiz nous fait le plaisir de compléter notre équipe, on fera un petit focus sur la TVA relative au bail commercial.
Alors, dernière info pratique avant de commencer à entrer dans le vif du sujet. Comme chaque année, on vous adresse bien volontiers nos slides si vous nous laissez vos coordonnées à la fin de la séance. Par ailleurs, compte tenu du timing, ça me paraît un peu difficile de répondre à vos questions en plénière, mais on reste dans les couloirs du salon et même après pour répondre à toute interrogation que vous souhaiteriez nous soumettre, pour autant qu'on puisse y répondre évidemment. Alors on commence par le thème du loyer, avec un sous-thème sur le loyer exigible. Oui, merci. Donc, je rappelle un principe un peu de base que tout le monde connaît, mais des fois on oublie. C'est que l'obligation principale du preneur, c'est de payer le loyer. Et quand on a dit ça, on peut, en tout cas le preneur ou les locataires peuvent légitimement se poser la question de savoir dans quelle situation ils pourraient ne pas payer le loyer. Le principe de prime abord serait que lorsqu'il ne peut pas jouir de la chose louée conformément à la destination du bail, il n'a pas à régler le loyer, c'est le mécanisme de l'exception d'inexécution. C'est la meilleure arme privée du locataire, c'est retenir son loyer. Mais ce moyen de justice privée, s'il est efficace, est assez dangereux, puisque je rappelle également qu'en matière de bail commercial, ou enfin de bail en général d'ailleurs, l'exception d'inexécution est interprétée assez strictement, c'est-à-dire que la suspension unilatérale du loyer n'est possible que si le preneur se retrouve dans l'impossibilité totale d'exploiter les lieux loués. Donc c'est une règle assez stricte qui met à mal les réflexes de locataires, parfois mal conseillés, voire pas conseillés du tout, et qui, pour une raison ou une autre, voudraient suspendre le paiement du loyer parce qu'ils sont affectés dans la jouissance des lieux. Et on l'a vu en période d'épidémie, de confinement, puisqu'on était vraiment dans des situations d'impossibilité d'exploiter les lieux loués pour certains commerces. Et pour autant, le principe d'exigibilité du loyer a été reconnu. Je vous rappelle, c'est les 3 arrêts de principe de la Cour de cassation qui ont été rendus le 30 juin 2022 et qui a fixé sa jurisprudence en rejetant les principaux moyens soulevés par les locataires pour se dispenser du paiement du loyer, à savoir la force majeure, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et la perte de la chose louée. Donc on constate, nous, dans notre expérience, que le contentieux se tarit par la force des choses, mais il y a encore quelques litiges en cours parce que certains preneurs contestent la généralité de la position de la Cour de cassation et considèrent que leur situation est particulière et qu'ils doivent être traités différemment. Et donc c'est le cas dans cet arrêt qu'on a sélectionné de la Cour de cassation du 8 février 2024. On était sur une activité un peu spécifique puisque c'était une résidence de tourisme et qui avait, comme vous le savez, pas eu de clientèle lors du premier confinement, donc pas de touristes puisque tout le monde est resté à la maison à cette période-là. Et le moyen soulevé par le preneur est un peu spécifique puisqu'il se fonde pour ne pas payer le loyer sur une clause du bail qui prévoit, je cite, dans le cas où la non-sous-location, on parle de sous-location parce qu'en réalité, le preneur loue la résidence qui sous-loue à ses clients, aux touristes. Donc, dans le cas où la non-sous-location du bien résulterait de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves, entre parenthèses, telles qu'incendie de l'immeuble, et affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale, le loyer ne sera pas payé jusqu'au mois suivant la fin du trouble de jouissance. Donc on a une clause, je dirais, un peu exceptionnelle en faveur du preneur, qui est assez rare pour le souligner, mais qui est justifiée probablement par le contexte, parce que l'enseigne de résidence de tourisme, dans la conclusion du contrat, probablement avait une position dominante et a pu imposer son bail type à l'égard de plusieurs bailleurs qui se retrouvent copropriétaires dans le cadre d'une opération de défiscalisation. Et donc le preneur soulève cette clause pour ne pas payer le loyer et la Cour de cassation rejette ce moyen au motif que la clause impliquait que le bien soit lui-même affecté, et que quand on a des mesures d'ordre général prises pour lutter contre l'épidémie,
ces mesures d'ordre général n'ont pas affecté le bien en tant que tel, mais seulement ses conditions d'exploitation. Donc on retrouve un peu le principe qu'on a vu apparaître dans le cadre des arrêts que j'ai cités tout à l'heure de la Cour de cassation, notamment au sujet de la perte de la chose louée. Mesures d'ordre général qui ne visent pas finalement ou qui n'affectent pas le local loué en tant que tel. Et donc dans cette décision, la conclusion, c'est que l'impossibilité d'exploiter n'exonérait pas le preneur de son obligation de payer le loyer. Alors quelques mots de ce fameux projet de loi de simplification de la vie économique. C'est un projet qui a pour objectif, entre autres, et en tout cas sur les baux commerciaux, de dégager de la trésorerie pour les preneurs. Et il y a 3 mesures qui sont prévues à cet effet. La première, c'est d'imposer en quelque sorte le paiement mensuel du loyer. Je rappelle que les conditions financières du bail sont totalement libres et que les parties peuvent prévoir des périodicités de paiement qui sont totalement différentes. Généralement, c'est ce qu'on revoit assez souvent, notamment dans les baux investisseurs, c'est le loyer payable trimestriellement d'avance. Donc ça veut dire que le preneur sort 3 mois de loyer alors qu'il n'a pas commencé à exploiter, plus le dépôt de garantie. Et donc l'idée du législateur, c'est d'imposer aux parties un paiement mensuel. Ça serait une faculté pour le preneur d'opter pour ce paiement mensuel. Et qu'une fois que la demande est effectuée, les parties ne pourraient pas déroger au paiement mensuel du loyer, même si le bailleur continuerait à être autorisé à facturer mensuellement, trimestriellement, mais donc le loyer serait payable mensuellement. Le projet prévoit que cette mesure soit applicable immédiatement et même au contrat déjà conclu. Et les dispositions seraient applicables au commerce de gros et des détails, aux prestations de services commerciales ou artisanales. Donc on a un champ d'application qui reste quand même réduit, puisque par exemple les bureaux ne seraient pas concernés. Deuxième mesure prévue par le législateur, c'est de limiter le montant de dépôt de garantie à 3 mois. Et cette disposition serait d'ordre public. Et elle serait applicable aux baux conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi cette fois-ci. On peut juste se poser de savoir si cette mesure, si elle aboutit, aura une conséquence pratique sur la vie des baux commerciaux en général, puisque la plupart des baux prévoient déjà un dépôt de garantie de 3 mois et manifestement le législateur n'a pas prévu d'empêcher le bailleur de solliciter des garanties complémentaires, notamment des garanties à première demande. Troisième mesure envisagée, c'est de faciliter la restitution de dépôts de garantie. Et la restitution de dépôts de garantie serait mise à la charge du bailleur, dernier propriétaire au jour de la fin du bail. Je rappelle que la créance dépôt de garantie est une créance personnelle, donc elle ne suit pas l'immeuble. Donc le preneur en fin de bail peut se retrouver dans cette situation où il peut avoir des difficultés pour recouvrer ou identifier la personne auprès de laquelle il doit recouvrer le dépôt de garantie. Et l'idée du législateur, c'est d'imposer le fait que c'est le dernier bailleur débiteur du dépôt de garantie, quand bien même dans la succession des ventes de l'immeuble, ce dépôt ne lui aurait pas été transféré. Alors, deuxième sous-sujet sur le loyer est relatif au loyer binaire. Alors le loyer binaire, je rappelle, c'est un loyer spécifique qui comporte 2 composantes, une partie fixe et une partie variable qui est généralement calculée en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires du preneur. On retrouve généralement ce type de loyer à 2 composantes dans les centres commerciaux. Il est soit alternatif, avec un minimum garanti, soit additionnel, c'est-à-dire qu'il y a un loyer fixe et en plus un loyer complémentaire calculé sur un pourcentage du chiffre d'affaires du preneur. Et ça fait maintenant plus de 60 ans que la jurisprudence statue sur ces mécanismes un peu particuliers pour savoir s'ils sont soumis ou non au statut des baux commerciaux. Et on a une jurisprudence ancienne en ce qui concerne le renouvellement, qui date de 1993 et qui dit que ces clauses-là sont hors champ du statut des baux commerciaux et relèvent de la convention des parties. Donc on ne peut pas faire fixer le loyer de renouvellement
en fin de bail lorsqu'on a un loyer binaire. Alors devant cette jurisprudence, les praticiens, je disais tout à l'heure qu'ils étaient au maximum de leur forme et leur talent, ont créé des clauses atypiques à insérer dans le bail qui permettent en fait de recourir au juge, et au juge des loyers en particulier, pour faire fixer le loyer de renouvellement, quand bien même le bail prévoirait un loyer binaire. Et la Cour de cassation est venue se prononcer sur la validité de ces clauses en reconnaissant qu'elles étaient parfaitement valables. C'est l'arrêt dit Marven du 3 novembre 2016 qui reconnaît que le juge des loyers peut être compétent dans ce cas dès lors que le bail le prévoit expressément. Et on voulait vous signaler cette année un arrêt du 30 mai 2024 qui semble aller plus loin dans la réflexion de la Cour de cassation et la solution qu'elle retient, puisque si elle exclut de prime abord le recours au juge lorsqu'il n'y a pas de clause, elle admet que quand même le juge puisse être compétent pour fixer le loyer de renouvellement dès lors que les parties auraient exprimé cette volonté. Elle oblige finalement le juge, quand il n'y a pas de clause, à vérifier si ailleurs dans le contrat ou dans les éléments extrinsèques, les parties n'auraient pas manifesté leur volonté pour recourir au juge et fixer ce fameux loyer à deux composantes. Alors on ne sait pas trop ce que dira la Cour d'appel de renvoi, mais au cas d'espèce, je tiens à signaler des situations un peu particulières. C'est toujours intéressant d'aller lire les arrêts parce qu'on voit les situations particulières qui ont pu conduire la Cour de cassation à adopter une position plutôt qu'une autre. Mais il y a tout un tas d'indices qui pourraient laisser penser, je ne m'avance pas, je ne suis pas devin, mais qui pourraient laisser penser que la Cour d'appel de renvoi vienne considérer que finalement les parties ont manifesté leur volonté pour recourir au juge, quand bien même il n'y aurait pas de clause expresse le permettant. D'abord parce qu'on est sur une situation locative qui est assez longue, avec plusieurs renouvellements ab initio avec des loyers fixes. Et les parties ont changé finalement le bail au cours de sa vie en prévoyant un loyer binaire. Le dernier renouvellement a fait l'objet d'une fixation judiciaire. Et à l'époque, il y avait un loyer fixe et un minimum garanti qui n'était pas constitué par le loyer fixe, mais par le loyer variable. C'est assez spécifique. On a un bail qui est d'une durée de 12 ans, donc qui ouvre de plein droit la fixation judiciaire à la valeur locative. Et enfin, dernier indice, dans le cadre de la dernière procédure de fixation de renouvellement, puisque le bailleur, avec son bail, avait saisi le juge des loyers pour faire fixer le loyer de renouvellement, nonobstant l'absence de clause, le preneur a notifié un mémoire, parce que je rappelle, en matière de fixation de loyer, c'est des mémoires qu'on notifie, et le preneur, le premier mémoire qu'il notifie, c'est une demande de fixation du loyer à la baisse, pour finalement se rétracter et dire « Ah ben non, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il n'y a pas de clause qui prévoit le recours au juge, donc le juge n'est pas compétent. » Donc tous ces éléments me laissent penser, ou nous laissent penser que ça pourrait constituer des indices pour permettre à la Cour de considérer qu'il y avait une manifestation de la volonté des parties de recourir au juge. Alors est-ce qu'il faut donner à cet arrêt une portée large ou limitée ? Probablement assez large parce que cet arrêt a été publié au bulletin de la Cour de cassation et au rapport annuel de la Cour de cassation. Donc la Cour de cassation considère elle-même que sa décision est importante. Il y a quand même des circonstances particulières que je vous ai précisées, et ça ne concerne que le renouvellement. Mais on a quand même une ouverture du champ de compétences du juge, hein, puisque vous comprenez bien que même sans clause expresse du bail, le juge serait compétent pour fixer le loyer de renouvellement avec un loyer binaire, quand bien même le bail ne le prévoirait pas. Alors toujours sur le loyer binaire, hein, qui anime quand même les prétoires, nous voulions vous signaler un jugement du juge des loyers de Meaux du 26 novembre 2004 qui est assez récent. Alors c'est une décision de première instance, ça ne veut pas dire que c'est, faut pas en tenir compte, mais on peut imaginer que la jurisprudence n'est pas encore complètement fixée. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette décision intervient sur un point qui, à ma connaissance, n'a pas été tranché par la Cour de cassation.
Donc là, on est dans une hypothèse où on a un bail de centre commercial avec une clause de loyer binaire, avec la fameuse clause qui prévoit expressément le recours au juge des loyers pour fixer le loyer renouvellement. Donc jurisprudence Marven, on est bon, on peut faire fixer le loyer de renouvellement. Mais la clause va plus loin puisqu'elle détermine à l'avance les modalités de fixation de la valeur locative. Et la question qu'on peut se poser dans le cadre de cette espèce, c'est de savoir si il faut faire primer les critères contractuels de détermination de la valeur locative ou les critères légaux prévus par l'article L145-33 du Code de commerce. Et ce point n'a pas été tranché par la Cour de cassation encore. L'arrêt Marven de la Cour de cassation faisait référence, je ne sais pas si vous vous souvenez, aux critères légaux de détermination de la valeur locative et précisément à cet article L145-33, ce qui avait conduit de nombreux commentateurs à considérer que la Cour avait rendu ces dispositions d'ordre public alors qu'elles ne le sont pas, je le rappelle. Toutes les dispositions de ce renouvellement ne sont pas d'ordre public. Mais quand on lisait bien l'arrêt, finalement, ce bail qui prévoyait expressément le recours du juge pour fixer le loyer renouvellement visait expressément les dispositions de la loi. Donc c'était logique que la Cour de cassation renvoie aux dispositions légales. Et ensuite, la jurisprudence qui s'est précisée de la Cour de cassation ne vise plus, vous verrez dans les autres arrêts postérieurs, ne vise plus les dispositions de l'article L145-33, sauf que dans la pratique, et nous, on se trouve confrontés à cette situation, on a l'impression qu'on ne peut pas y couper. C'est-à-dire que soit l'expert qui est désigné pour évaluer la valeur locative, soit le juge, soit les deux, viennent nous dire c'est les dispositions de l'article L145-33 qui s'appliquent, les dispositions légales. Et là, pour la première fois, alors je rappelle que l'enjeu peut avoir son importance puisque les critères de détermination contractuelle peuvent aboutir à une valeur locative évidemment différente de celle qui serait déterminée par les simples critères légaux et donc probablement à un loyer supérieur. Et dans cette décision, le juge, je vous invite à lire cette décision parce qu'elle est assez bien motivée, le juge retient expressément qu'il faut déterminer la valeur locative en fonction des critères prévus au bail, soit par référence au prix pratiqué dans le centre commercial, ni plus ni moins. Et c'est assez logique puisque finalement, la Cour de cassation et sa jurisprudence sur les loyers binaires en matière de renouvellement, c'est de faire primer la convention des parties. La Cour de cassation ne dit rien d'autre. Elle dit c'est la convention des parties qui s'applique. Donc si la convention des parties guide le juge et l'expert dans les critères de détermination de la valeur locative, c'est au bail auquel il faut se référer pour déterminer la valeur locative. Et pour la petite histoire, la position du juge des loyers l'a conduit à retenir un loyer supérieur à l'estimation de l'expert. Dernière décision sur le loyer binaire. Vous avez vu que c'est assez riche. C'est encore un jugement de première instance, cette fois-ci du juge des loyers du tribunal judiciaire de Paris du 24 juillet 2024 qui a été largement commenté, souvent par des commentateurs plutôt pro-utilisateurs. Et sur la révision, c'est-à-dire la relation du loyer binaire avec la révision légale. La révision légale, je vous rappelle, c'est des dispositions d'ordre public du statut qui permettent de réviser suivant certaines conditions et donc modifier le loyer en cours de bail. Ce sont des dispositions d'ordre public. On n'est pas sur le renouvellement. On est vraiment sur des dispositions qui sont visées par le statut comme étant d'ordre public. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, contrairement aux dispositions du statut des baux commerciaux. Et la Cour de cassation, avec une jurisprudence encore plus ancienne, qui date des années 60-70, avait dit c'est hors champ du statut, on ne peut pas faire réviser un loyer binaire, notamment parce qu'il y a une indivisibilité entre le loyer fixe et sa partie variable, et c'est pas possible de fixer un loyer révisé dans ces conditions. Et bien pourtant, le juge des loyers de Paris, le 24 juillet, admet la révision légale du loyer, et on peut se demander s'il ouvre une brèche. Alors oui, évidemment, pour certains commentateurs pro-utilisateurs, non pour d'autres. On peut être quand même réservé pour deux raisons majeures. La première, c'est que au cas d'espèce, l'avenant, il y avait eu un avenant signé entre les parties postérieurement à la signature du bail, qui comportait une clause prévoyant expressément la possibilité de faire fixer le loyer révisé. Donc est-ce que finalement le juge n'a pas été
comment dirais-je, compte tenu de cette clause, s'est dit finalement si les parties le veulent, pourquoi les empêcher de le faire. Donc on a vraiment une clause qui permet le recours à la révision du loyer. Après, l'autre réserve, c'est comment le juge et comment l'expert vont fixer ou déterminer un loyer révisé alors que le contrat ne dit rien et qu'il y a un loyer variable qui apparemment au terme du bail reste ou demeure indivisible du loyer fixe. Attention quand même, puisqu'on est dans un contexte inflationniste, vous l'avez vu, les indices augmentent de manière exponentielle. Donc ça favorise les contestations de la validité des clauses d'indexation, mais aussi le recours à la révision légale, et notamment à la révision légale qui est prévue par l'article L145-39 du Code de commerce. Je rappelle que les parties, dans cette hypothèse, peuvent faire fixer le loyer à la valeur locative dès lors que par l'effet de la clause d'indexation, le loyer a augmenté de plus ou moins 25%. Et compte tenu de l'augmentation récente des indices, on a déjà des dossiers où la situation est constatée, avec une augmentation de plus de 25%, donc ouverture d'une révision légale possible. Donc il n'est pas impossible qu'on ait un certain nombre de contentieux sur la révision légale avec des loyers binaires. On verra bien. Je passe la parole à Julie sur le loyer de renouvellement. Je vous propose effectivement de poursuivre sur ce thème majeur du loyer sous le prisme du renouvellement. Donc, on en a parlé tout à l'heure, au moment de la conclusion du bail, la fixation du loyer est libre entre les parties, c'est un accord. En revanche, évidemment, s'il n'y a pas d'accord entre les parties, au moment du renouvellement, c'est le juge qui va fixer le loyer du bail renouvelé, suivant des critères précis définis aux articles L145-33 et suivants du Code de commerce. Régis vous en a parlé tout à l'heure, ces dispositions ne sont pas d'ordre public, donc les parties peuvent conventionnellement y déroger, mais sous cette réserve, le juge va fixer le loyer à la valeur locative des locaux qui ne pourra dépasser un plafond calculé sur la base d'une variation des indices appliquée au loyer d'origine. Alors cette fixation à la valeur locative qui ne peut pas dépasser le plafond peut être déterminée autrement par le juge s'il existe un motif de déplafonnement ou si on est dans un cas de fixation automatique du loyer de renouvellement à la valeur locative, c'est-à-dire des baux conclus pour une durée contractuelle supérieure à 9 ans, les baux dont la durée effective expirée sera supérieure à 12 ans, ou encore des locaux spécifiques, usage exclusif de bureaux, locaux monovalents ou les terrains. Là aussi, on a dû faire une sélection, on a retenu 2 arrêts. Les apports jurisprudentiels ne sont pas nouveaux. La Cour de cassation confirme et rappelle la jurisprudence, mais on s'est rendu compte en pratique qu'elle était souvent méconnue. Donc ça nous est apparu important de les rappeler. Donc à défaut d'accord des parties, c'est la fixation du loyer à la valeur locative sous réserve de la règle du plafonnement. Et en réalité, l'exception devient la règle. Le loyer est plafonné, sauf s'il existe un motif de déplafonnement, c'est-à-dire une modification d'un des 4 premiers critères de la valeur locative énoncés à l'article L145-33, que je rappelle, le critère des caractéristiques des locaux loués, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, et enfin les fameux facteurs locaux de commercialité. La partie réglementaire du Code précise chacun de ces critères, et pour les facteurs locaux de commercialité, c'est l'article R45-6. Si le Code précise ce qu'il faut entendre par ces critères et leurs modifications, il n'apporte en revanche aucune précision sur la période à laquelle il faut se placer pour apprécier la modification de l'un de ces critères. Donc, c'est la Cour de cassation qui a tranché cette question et qui a précisé la date à laquelle le juge devait se placer pour apprécier la modification de la valeur locative. Dans le premier arrêt qu'on a sélectionné, donc celui du 25 janvier 2024, encore une fois, la solution n'est pas nouvelle, mais la Cour de cassation rappelle fermement le principe. En l'espèce, un bail avait été conclu pour exercer une activité de boulangerie, mais pour une durée de 9 années, avec une prise d'effet au 1er octobre 2006, et donc 9 années plus tard, une date d'expiration contractuelle au 30 septembre 2015. Le bailleur avait délivré un congé avec offre de renouvellement, moyennant un loyer déplafonné, et assigné le locataire en fixation du loyer du bail renouvelé.
classiquement, une expertise judiciaire avait été ordonnée et l'expert avait estimé que entre la période 2006 et 2017, il y avait eu une évolution de la démographie, des flux touristiques, des flux des véhicules, et que du coup, ça justifiait une modification de ces fameux facteurs locaux de commercialité en portant un déplafonnement du loyer. La Cour d'appel de Nîmes a trouvé que c'était une période tout à fait pertinente et qu'effectivement, ça permettait de constater l'évolution constante de cette modification des facteurs locaux de commercialité et que ça justifiait le déplafonnement. Le preneur, lui, quant à lui, contestait ce déplafonnement, on s'en doute un peu, mais en tout cas, son moyen était pour le coup fondé parce qu'il critiquait la Cour d'appel d'avoir retenu une période plus longue que celle du bail expiré, de sorte que la modification n'était pas caractérisée sur la durée du bail expiré. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel et a rappelé effectivement que la modification notable, c'est-à-dire suffisamment importante des facteurs locaux de commercialité, devait s'apprécier sur la durée du bail expiré jusqu'à la date de prise d'effet du nouveau bail. Et que pour écarter la règle du plafonnement, cette modification, je rappelle, notable, devait avoir une incidence favorable sur le commerce exercé. Donc ça, c'est vraiment la position arrêtée par la Cour de cassation qui est rappelée dans l'arrêt du 25 janvier 2024 parce que la période prise en compte dépassait la date de prise d'effet du nouveau bail, alors la modification n'était pas caractérisée. C'est vraiment la durée du bail expiré qu'il faut retenir. On avait commenté il y a 2 ans un arrêt sur le même sujet rendu le 9 mars 2022. L'effet de l'espèce était encore plus flagrant parce que c'était un bail de centre commercial et qu'il y avait une extension de la galerie marchande. L'expert judiciaire avait retenu que cette extension de la galerie marchande constituait une modification des facteurs locaux de commercialité. La Cour d'appel avait suivi également, puisque très souvent les conclusions d'experts sont entérinées, même si parfois elles sont pas reprises. Et la Cour de cassation, avec un conclusif extrêmement ferme, a rappelé que la modification doit intervenir au cours du bail expiré et que cette galerie marchande, si elle était aux 3/4 achevée, en revanche, au jour de la prise d'effet du bail, elle ne l'était pas. C'est assez sévère parce que quelques mois après, on savait déjà que la modification allait intervenir. Mais le coup près tombe, c'est le bail expiré et rien que le bail expiré pour apprécier la modification de la valeur locative. La raison pour laquelle on voulait le porter à votre connaissance, c'est parce qu'on se rend compte que dans les dossiers, en pratique, il y a vraiment une tentation naturelle de se dire 1 mois, 2 mois après, et surtout quand l'expert estime la valeur locative, on est déjà postérieurement à la date de prise d'effet du nouveau bail, donc on connaît les événements postérieurs dans un sens ou dans un autre. Mais voilà, cette tentation naturelle doit être proscrite. Le deuxième arrêt qu'on a sélectionné, rendu le 8 février 2024, a trait, quant à lui, aux critères des obligations respectives des parties. C'est une espèce qui nous apporte des éclaircissements sur la question qui a nourri le contentieux ces dernières années du transfert de la charge de l'impôt foncier aux locataires et de ses incidences sur la valeur locative. Comme je vous le disais tout à l'heure, les critères légaux sont précisés par des articles de la partie réglementaire. Désolée pour le côté un peu rébarbatif, mais là c'est l'article R 145-8 qui vient préciser le critère des obligations respectives des parties, qui dispose que lorsque les obligations incombant normalement au bailleur, lorsque le bailleur s'est déchargé dans le bail des obligations lui incombant normalement, sans contrepartie, ça justifie une diminution de la valeur locative. L'impôt foncier, c'est lié à la propriété immobilière et en vertu de la loi, le paiement de cet impôt foncier incombe au bailleur. Le locataire qui supporte la charge de l'impôt foncier sans contrepartie, qui supporte la charge de l'impôt foncier, supporte une obligation qui incombe normalement au bailleur sans contrepartie. Lorsque le locataire paye le loyer, la contrepartie, c'est la jouissance des locaux. Lorsqu'il paye les charges, la contrepartie, ce sont les services. En revanche, lorsqu'il paye l'impôt foncier, il n'y a pas de contrepartie et ça doit emporter une diminution de la valeur locative. Alors, comme je vous le disais, la jurisprudence a été nourrie sur cette problématique. Je vais essayer de vous en faire un petit panorama, mais assez rapide, compte tenu du
du temps qui nous est imparti, mais en tout cas, c'est un sujet important et une problématique vraiment qu'on retrouve dans les baux et dans les dossiers contentieux. Les décisions de la Cour de cassation avaient, dans un premier temps, exclu un abattement fondé sur le transfert de cette charge, au motif que tous les baux de comparaison contenaient ce transfert de charge, ou alors que c'était l'usage, et que dès lors, il n'y avait pas lieu à abattement. La Cour de cassation a rendu un premier arrêt important le 23 mai 2019, où elle a tranché cette question, rappelant que la taxe foncière est une taxe dont le paiement incombe au bailleur, et qu'au regard de l'article R145-8 que je viens de vous rappeler, le transfert de cette charge sans contrepartie justifie une diminution de la valeur locative avec une déduction du montant de cet impôt. Il y avait un cheminement encore un peu plus précis dans cette réflexion jurisprudentielle et dans la manière d'appréhender le transfert de cette charge lorsque le bail a été conclu au sein d'un centre commercial. Le raisonnement développé était de considérer que dans le centre commercial, c'était la pratique d'effectuer ce transfert de charge, que tous les baux de comparaison contenaient ce transfert de charge et que le centre commercial était une unité autonome de marché. Alors il fallait comparer ce qui était comparable, et puisque tous les baux prévoyaient ce transfert de charge, il n'y avait pas lieu à abattement. La Cour de cassation a d'abord un peu botté en touche en renvoyant au juge du fond avec leur appréciation souveraine, en reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir vérifié si tous les baux de comparaison contenaient bien cette clause de transfert de charge. Et puis, le 8 avril 2021, a tranché la question de manière assez ferme aussi, en disant que peu importe qu'on soit dans un centre commercial, à partir du moment où cette clause existait, l'impôt foncier devait justifier une diminution de la valeur locative. Il y a eu encore des contentieux et qui sont arrivés dans la Cour de cassation. Donc l'année dernière, on avait déjà débattu sur le sujet. On pensait le débat clos parce que la Cour de cassation avait réaffirmé sa jurisprudence. Là, aujourd'hui, le 8 février 2024, on peut considérer que cette jurisprudence est fermement établie et constante. N'en demeure pas moins qu'au quotidien, dans les dossiers, on se rend compte que les abattements ne sont toujours pas pratiqués. Alors, je ne connais pas encore le panel devant moi, pardon, mais en fonction qu'on soit bailleur ou locataire, ça a son incidence, bien entendu. Donc on vous invite aussi à la plus grande vigilance, parce que ce sera de l'intérêt des deux parties, de vérifier aussi le calcul de l'imposition, parce qu'il va y avoir des incidences, soit sur un abattement, compte tenu de cette jurisprudence. Oui, je rebondis d'ailleurs sur les propos de Julie par rapport à la décision que j'ai évoquée tout à l'heure du juge des loyers du tribunal judiciaire de Meaux, qui, lui, expressément exclut l'abattement, précisément parce que les critères contractuels ne le prévoient pas. Donc on aura aussi peut-être des situations, comme encore une fois les dispositions ne sont pas d'ordre public, la possibilité d'exclure l'abattement, et lorsque c'est expressément prévu, le juge n'a pas la possibilité de le pratiquer. Alors je passe au deuxième thème qui est la compétence assez rapidement. On voulait vous signaler cette décision, on va dire, assez commentée, enfin plusieurs décisions du tribunal judiciaire, juge des référés de Paris. Je rappelle en quelques mots les dispositions applicables en matière de bail commercial. C'est l'article R145-23 qui prévoit les modalités de compétence des juridictions en matière de bail commercial. Il prévoit une répartition entre le juge des loyers, qui a juste pour office de fixer le loyer de renouvellement ou le loyer révisé, et le tribunal judiciaire, une espèce de compétence plus large pour toutes les actions relatives au statut. Et vous avez le dernier alinéa de cet article qui précise la juridiction territorialement compétente et qui est celle du lieu de situation de l'immeuble. J'ajoute que l'article 48 du Code de procédure civile répute non écrite toute clause qui dérogerait à une compétence territoriale prévue légalement, sauf entre commerçants. Donc entre commerçants, on peut prévoir une compétence territoriale différente. Et la plupart des baux, je ne sais pas si vous avez remarqué, composent une clause attributive de compétence territoriale, et notamment les baux institutionnels donnent compétence territoriale aux juges parisiens, alors que les locaux loués pourraient être situés ailleurs qu'à Paris.
Et manifestement, cette situation n'a pas plu au juge judiciaire, en tout cas au juge des référés de Paris, puisque plusieurs ordonnances ont été rendues, et notamment l'une à l'occasion d'un contentieux en acquisition de la clause résolutoire. Cette juridiction a voulu donner quand même une espèce de publicité et d'importance à cette décision, puisqu'il y a eu une audience collégiale, ce qui est assez rare. En tout cas, moi, dans ma carrière, j'en ai jamais vu. On a fait appel à des amici curiae, c'est-à-dire des amis qui vous veuillent du bien, des professeurs de droit, pour leur donner leur avis. Il y a eu également un communiqué du tribunal. Et cette décision, en tout cas pour celle qui concerne l'acquisition de la clause résolutoire, est venue soulever, le juge des référés est venu soulever d'office un moyen d'incompétence en considérant que les dispositions que j'ai citées tout à l'heure, R145-23, dernier alinéa, sont d'ordre public, et que comme il n'y avait pas de partie en face, le défendeur n'était pas représenté, il pouvait soulever lui-même ce moyen d'incompétence. Tout ça pour dire que considérer que le juge compétent, ce n'est pas le juge parisien, mais le juge du lieu de situation de l'immeuble, et considérer également que la clause qui dérogeait à ce principe était non écrite, et en tout cas pas assez claire, c'est ce que dit l'ordonnance, alors que la clause se contente de renvoyer aux tribunaux de Paris. Il y a une volonté non dissimulée du juge parisien de désengorger sa juridiction, évidemment. Et on voulait vous signaler que par un récent arrêt de la Cour d'appel de Paris, cette fois, du 24 octobre 2024, pour un cas d'espèce différent, mais toujours dans le cadre d'une procédure en acquisition de la clause résolutoire, bail commercial, la Cour d'appel revient sur cette jurisprudence, admet la validité de la clause, qui est quand même assez normale vu les dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile. Elle considère qu'elle est claire, et donc elle pose le principe qu'il est toujours possible d'attribuer compétence territoriale à une autre juridiction que celle du lieu de situation de l'immeuble, dès lors que les parties au bail sont des commerçants. Donc à suivre, mais a priori, on devrait revenir à la normale. Alors abordons maintenant une autre étape importante dans la vie du bail, qui est sa fin. On a évidemment un contentieux important, vous l'imaginez, sur ce sujet. Là aussi, on a dû procéder à une sélection d'arrêts. On en a retenu 3. Un sur le congé, un sur la clause résolutoire et un sur les réparations locatives. Je rappelle qu'à la différence du droit commun du bail ou du droit commun du louage, où le bail prend fin par l'arrivée de son terme, le bail commercial ne prend pas fin par la seule survenance de son terme contractuel. L'article L145-9 du Code de commerce dispose en effet que le bail commercial ne prend fin que par un congé donné par l'une ou l'autre des parties ou par une demande de renouvellement de bail du locataire. À défaut d'action de l'une ou l'autre des parties, le bail se poursuit par tacite prolongation. Le congé, qui selon la jurisprudence constante est un acte unilatéral qui n'a pas à être accepté, est un acte qui met fin au bail par la seule survenance de celui qui l'exprime. Donc c'est un acte important, assez simple pour le locataire mais complexe pour le bailleur. Donc le bailleur, en vue de l'échéance contractuelle ou en période de tacite prolongation, peut soit donner un congé avec offre de renouvellement, soit donner un congé en refusant le renouvellement et en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction pour le préjudice subi par le locataire, puisque le droit au renouvellement du locataire est un droit essentiel du statut des baux commerciaux. Le renouvellement, lorsque le bailleur offre le renouvellement, s'opère aux clauses et conditions du bail expiré, sauf le montant du loyer de renouvellement dont on a parlé tout à l'heure, mais sinon, le juge n'a pas le pouvoir de modifier les clauses du bail de renouvellement. L'arrêt rendu par la Cour de cassation, commenté aujourd'hui du 11 janvier 2024, est un arrêt important parce que pour la première fois, la Cour de cassation va trancher, statuer sur les conséquences d'un congé donné par le bailleur avec offre de renouvellement à des conditions locatives différentes de celles du bail expiré. En l'occurrence, en l'espèce, c'est une communauté de communes qui avait donné à bail à des commerçants un local à usage de restaurant. Il leur avait ensuite délivré un congé avec offre de renouvellement, mais avait subordonné la régularisation du nouveau bail à une adaptation de la clause d'indexation, à une modification
de la contenance du bail et des obligations du preneur, notamment d'entretien, puisqu'il y avait un golf pour la petite histoire et que le bailleur a voulu réaménager les conditions à la charge du locataire. Le locataire avait dans un premier temps contesté le congé, indiqué qu'il entendait rester dans les locaux, puis finalement a fermé l'établissement et a quitté les locaux. Il a ensuite contesté les termes du congé et a signé le bailleur en paiement d'une indemnité d'éviction. Le tribunal a considéré que le congé, dans sa rédaction avec des obligations et des clauses et conditions du bail expiré modifiées, devait s'analyser en un congé avec refus de renouvellement. Et que la communauté de communes était dès lors débitrice d'une indemnité d'éviction envers le locataire. La Cour d'appel a infirmé le jugement et a, quant à elle, relevé que le congé était nul et de nul effet parce qu'il contenait des dispositions qui ne pouvaient pas être dans cet acte-là. Elle a en parallèle, en revanche, quand même relevé que le congé manifestait une intention de voir le bail se renouveler, de telle sorte que, contrairement à la position qu'avait adoptée le juge, ça ne pouvait pas s'analyser en un congé avec refus de renouvellement. Et dans un troisième temps, que comme le locataire était parti et que le congé était nul, il ne pouvait pas prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction. Donc vous voyez bien les oppositions de conception. Pour le tribunal, le congé était régulier, mais s'analysait en un refus de renouvellement, alors que pour la Cour d'appel, c'était un congé nul, et cette nullité avait pour effet de priver le locataire du paiement d'une indemnité d'éviction. Pour couper court à tout suspense, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel et a considéré que le congé, rappelant que c'était un acte unilatéral, qu'il mettait fin au bail par la seule manifestation de la volonté du bailleur et qu'il était conditionné à des conditions nouvelles, devait s'analyser en un congé avec refus de renouvellement et paiement d'une indemnité d'éviction. La sanction est assez sévère pour le bailleur parce que, en fait, il n'a jamais manifesté d'intention de refuser le renouvellement. Et en plus, il se trouve privé de la faculté d'exercer le droit de repentir et donc est contraint de payer une indemnité d'éviction. Parce que le droit de repentir, c'est quand le bailleur a d'abord refusé le renouvellement et puis, pour ne pas payer l'indemnité d'éviction, finalement, change d'avis, il a le droit, c'est une option à sa disposition, et par l'exercice de ce droit de repentir, offre le renouvellement. Mais le bailleur ne peut exercer ce droit de repentir que tant que le locataire est dans les locaux. Si le locataire est parti ou a engagé un processus irréversible de départ, le bailleur ne peut plus exercer cette faculté et devra payer l'indemnité d'éviction. Donc cette importante décision appelle à la plus grande vigilance dans la rédaction du congé. Lorsque le bailleur entend délivrer un congé avec offre de renouvellement, il faut s'en tenir aux mentions du formalisme du congé. Alors le bailleur peut prendre le soin, dans ce congé avec offre de renouvellement, de d'ores et déjà préciser le nouveau loyer qu'il entend voir fixé, parce que le nouveau loyer n'est dû qu'à compter du jour où le bailleur en fait la demande. Donc s'il délivre le congé avec offre de renouvellement, mais qu'il ne connaît pas encore très bien le montant du loyer qu'il entend réclamer, il y aura une différence de date entre la date de prise d'effet du loyer, la date de prise d'effet du bail renouvelé et la date d'exigibilité du nouveau loyer. Et donc proscrire dans cet acte toute mention qui viendrait à modifier les clauses et conditions du bail expiré, parce que si jamais le locataire refusait ces modifications, le congé s'analyserait en un congé avec refus de renouvellement. La prudence impose aussi, du coup, compte tenu de cette jurisprudence, de ne plus mettre dans les congés la mention qu'on avait l'habitude de porter en disant que le bail est offert moyennant le renouvellement aux clauses et conditions du bail expiré, sauf celles nécessitant une adaptation aux dispositions de la loi Pinel. Par prudence, cette mention, compte tenu de cette jurisprudence, ne doit plus être portée dans le congé pour éviter tout risque de requalification du congé. Un autre sujet qui alimente particulièrement le contentieux, et ça ne s'est pas démenti cette année, c'est celui des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. La clause résolutoire, c'est le mécanisme contractuel de résiliation automatique du bail. C'est une stipulation en faveur du bailleur pour sanctionner les manquements du preneur à son obligation contractuelle. Et c'est un mode de sanction extrêmement sévère parce que, à la différence de la résiliation judiciaire, la clause résolutoire
pour être mise en jeu, doit faire l'objet d'une mise en demeure préalable délivrée par acte extrajudiciaire, mais sous cette réserve, si les conditions d'application de la clause résolutoire sont remplies, le juge doit constater l'acquisition de la clause résolutoire. Il n'a aucun pouvoir pour apprécier la gravité du manquement allégué. Donc pour jouer, la clause résolutoire doit exister, elle doit viser une obligation expressément prévue au bail, et le manquement doit avoir perduré au-delà du délai d'1 mois suivant la délivrance de cette mise en demeure par acte extrajudiciaire. La jurisprudence a ajouté une condition qui est celle de mise en œuvre de bonne foi par le bailleur de cette prérogative contractuelle. Et c'est un peu par ce truchement-là que le juge retrouve un pouvoir d'appréciation. Parce que si la clause résolutoire est mise en œuvre de mauvaise foi par le bailleur, le commandement est nul. Le juge doit donc vérifier et vient vérifier lorsque ça lui est demandé si la clause résolutoire est mise en œuvre de bonne foi ou pas. Et c'est en conformité avec cette jurisprudence que la Cour de cassation a rendu l'arrêt du 25 avril 2024. Dans cette espèce, le bailleur avait fait délivrer à son locataire une sommation, parce qu'il y a une différence de terminologie qu'on adopte en général. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, et quand il y a un manquement à une obligation de faire, on fait plutôt référence à une sommation. Donc le bailleur avait fait délivrer une sommation de faire visant la clause résolutoire du bail au locataire, qui ne respectait pas complètement la destination des lieux. Devant la cour d'appel, le locataire a fait valoir que le bailleur avait mis en œuvre la clause résolutoire de mauvaise foi parce qu'il avait parfaitement conscience de cette activité qui dépassait celle contractuellement autorisée, mais qu'il l'avait tolérée pendant plusieurs années, et que, bizarrement, c'est à la fin du bail qu'il avait actionné la clause résolutoire pour se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction. La Cour d'appel avait prononcé la résiliation du bail. Elle avait constaté que l'infraction s'était poursuivie au-delà du délai d'1 mois et que le locataire était donc défaillant, et le couperet de l'acquisition de la clause résolutoire automatique devait tomber. Sauf qu'elle n'avait pas répondu à l'argument du locataire qui soulevait la mauvaise foi du bailleur. Donc la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel au motif que la Cour d'appel n'avait pas recherché si le bailleur avait été de bonne foi dans la mise en œuvre de cette prérogative contractuelle. Donc il appartiendra au juge du fond de se prononcer. Donc l'issue de la situation du locataire n'est pas figée. En revanche, cette mise en œuvre de bonne foi est vraiment fondamentale. Je fais une petite digression, mais selon la jurisprudence constante, je rappelle que la tolérance ne vaut pas accord, et que le bailleur qui a toléré une infraction mais qui met en œuvre la clause résolutoire ne serait pas, pour ce seul motif, considéré comme de mauvaise foi. Quelques exemples rapidement sur la mauvaise foi du bailleur qui a été retenu en jurisprudence. C'est quand un bailleur a connaissance de l'absence prolongée de son locataire et que, bim, il signifie un congé visant la clause résolutoire, laissant au locataire le délai d'1 mois pour remédier à l'infraction commise. Là, le bailleur est assez de mauvaise foi lorsqu'il signifie le commandement. Ou alors, lorsque le bailleur va signifier un commandement ou une sommation visant l'état du local, alors que c'est le bailleur qui est lui-même défaillant dans son obligation de délivrance. J'en profite pour rappeler que la bonne foi du preneur, quant à elle, est indifférente. Elle ne peut pas faire obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire, et que la bonne foi du bailleur s'apprécie uniquement à la date de délivrance du congé. On avait commenté l'année dernière un arrêt rendu par la Cour de cassation assez sévère. En 2 mots, le locataire avait obtenu des délais judiciaires pour s'acquitter de sa dette locative et pensait les avoir respectés, c'est-à-dire qu'il avait, dans les délais de 24 mois qui lui étaient octroyés, réglé une partie significative au début, et puis se réveillant à la fin des délais, avait réglé, il pensait régler le solde de la dette, et il s'avère qu'il manquait 31 €. Le bailleur a actionné la résiliation du bail, a obtenu l'expulsion du locataire. Vous imaginez bien que le locataire n'a pas compris en disant « mais j'ai tout réglé, je ne comprends pas ». La Cour de cassation a jugé que la bonne foi du bailleur s'apprécie uniquement à la délivrance du commandement, que le locataire qui avait eu des délais judiciaires de paiement et les avait pas respectés devait voir la sanction
automatique de la résiliation du bail intervenir, quand bien même la différence c'était 31 €. Donc le locataire a perdu son bail pour 31 €. Voilà les observations sur le sujet. Oui, dernier sujet sur la disparition du bail relatif à la réparation locative. Alors on s'emporte, on est désolé. On va probablement déborder. Et Phyllis déjà nous fait des gros yeux parce que le temps qui lui est accordé va être beaucoup plus limité. Donc je fais très vite sur ce sujet, puisque la Cour de cassation a rendu 3 arrêts de principe rappelant sa jurisprudence sur les conditions de réparation du préjudice du bailleur lorsqu'il récupère les locaux qui ne sont pas dans un bon état de réparation locative. C'est un vrai enjeu de fin de bail, pas toujours anticipé par les parties, notamment par les locataires. On est sur un domaine où on est sur une liberté conventionnelle quasi totale. Ce n'est pas propre aux baux commerciaux d'ailleurs. Hein. Ça peut concerner les baux civils et les baux professionnels, puisque c'est le droit commun du louage et le droit de la responsabilité contractuelle qui sont des dispositions supplétives de volonté. Il y a un impact économique important puisque généralement le bailleur veut récupérer ses locaux en bon état, voire en parfait état. Et le preneur qui part et laisse les locaux veut limiter ses coûts de remise en état. Alors, dans ces 3 arrêts publiés au bulletin, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence en la matière qui est un peu disséminée à travers plusieurs arrêts précédents. Et ces arrêts ont le mérite de resynthétiser la position. Donc 3 principes. Le premier, c'est que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Et donc pour chaque bail, il convient de se référer aux conditions de restitution prévues, soit au bail, soit par la loi si le bail ne prévoit rien. Deuxième principe, c'est que le préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l'exécution des travaux. C'est le principe de libre disposition des dommages-intérêts. Bien souvent, dans les dossiers, le bailleur fait exécuter les travaux et justifie, dans le cadre d'un éventuel contentieux, par la production de factures, le montant de son préjudice. Et troisième principe, et c'est important de le signaler, c'est que le juge est tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue et il doit donc prendre en compte, lorsqu'elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition, si les travaux n'ont pas été exécutés. Donc au cas d'espèce, vous verrez dans ces arrêts, le bailleur n'a pas exécuté... Enfin, le manquement du preneur a été reconnu à ses obligations contractuelles de remise des locaux en bon état de réparation locative. Le bailleur n'a pas exécuté les travaux, mais il ne justifie pas de son préjudice. À chaque fois, pour quelle raison ? Premier arrêt, parce qu'il a vendu les locaux après leur restitution pour la réalisation d'un programme immobilier. Pas de préjudice. La deuxième, c'est parce qu'il a vendu tout de suite les locaux sans décote de prix. Et la troisième cas d'espèce, c'est parce qu'il a reloué tout de suite et que le locataire qui a repris les locaux a réaménagé les lieux sans exécution de travaux de réparation locative préalable. Donc on revient en conclusion sur le principe qui gouverne la responsabilité contractuelle, un manquement, un préjudice réel et démontré. Donc on passe à la convention dérogatoire au statut. Bon, je voulais vous présenter les apports de 2 arrêts à la fois sur, l'un pour l'un sur la convention d'occupation précaire et pour l'autre sur le bail dérogatoire. Mais je pense que je vais passer la parole à Phyllis parce que sinon vous allez être trop frustrés de ne pas avoir de propos sur la TVA. Moi, je suis frustrée un peu aussi, mais j'ai déjà parlé. Très bien. Alors, comme effectivement le temps est déjà passé, l'idée c'était de vous sensibiliser dans le cadre des baux commerciaux à ce sujet qu'est la TVA. Donc c'est de la fiscalité, c'est pas votre quotidien, mais ça a une importance majeure dans les baux et surtout dans la négociation. Donc pourquoi ? Parce que qui dit TVA dit sous et parfois gros sous dans le cadre des conclusions et des renouvellements de baux et des discussions entre bailleurs et preneurs. Et je vous invite fortement à purger ces sujets en amont, dès que possible, parce qu'on arrive toujours à trouver des solutions qui sont compatibles avec les intérêts du bailleur et du preneur. Mais il faut purger les sujets, il faut les traiter, et chaque étape du bail est également hyper importante pour la TVA. Donc de la même façon que mes collègues, déjà
première décision sur la prise d'effet du bail, je rappelle quand même que, d'un point de vue TVA, en principe, un bail commercial qui concerne des locaux nus est exonéré de TVA. Donc vous n'avez pas de TVA sur les loyers. Ça, c'est le principe de base. Quelle est la possibilité qu'a le bailleur pour ajouter de la TVA? C'est d'opter. L'option doit suivre une certaine procédure, un certain formalisme. Et là, la décision récente que nous avons, c'est qu'il y a aussi une date d'effet d'option. Donc légalement, la date d'effet d'option, c'est le mois de l'option. Ça, c'est la partie formelle qui résulte du Code général des impôts. Mais on avait aussi une doctrine qui nous disait que, bon, quand on avait des dispositions contractuelles qui étaient conclues entre un bailleur et un preneur, on pouvait considérer que, finalement, l'option prenait effet dès la date de ce bail. Et le Conseil d'État a dit non. Donc là, on arrive en fait dans une situation un peu risquée pour le bailleur qui se retrouve avec une option qui ne prend pas effet au moment du bail, donc il y a un décalage. Et le risque, quel est-il? Le risque, c'est que l'administration fiscale remette en cause la déduction de la TVA pour la partie qui est antérieure à la date d'effet d'option. Et ça peut avoir des conséquences évidemment très importantes. Pourquoi? Parce que quand on est dans une phase de construction, par exemple, eh bien, la phase qui précède la conclusion de l'option du bail peut être assez coûteuse. On peut parler de VFA, précédemment à la conclusion de BFA, etc. Donc l'idée, c'est que vous ayez vos dispositions contractuelles le plus tôt possible, mais aussi opter le plus tôt possible parce que la loi le permet. Il faut savoir que vous avez cette possibilité légale d'opter très en amont. Donc quand bien même vous n'avez pas encore figé les dispositions contractuelles. Alors, j'enchaîne avec une autre décision, mais qui cette fois-ci est judiciaire et qui m'a un peu choquée, puisque c'est une décision qui, sur la base de la répétition de l'indu, octroie au locataire la possibilité de récupérer la TVA qui lui a été facturée par le bailleur sur le terrain de l'indu. Pourquoi? Parce que, malgré les dispositions contractuelles qui prévoyaient un loyer soumis à TVA, le bailleur n'avait pas formellement opté. Donc l'option, encore une fois, permet au bailleur de soumettre ses loyers à la TVA, mais c'est une option qui est nécessaire d'un point de vue fiscal. Et là, le juge judiciaire nous dit que si l'option n'a pas été effectivement formelle, dans ce cas-là, le locataire a droit à une répétition de l'indu. Et pourquoi je vous dis que c'est assez étonnant? C'est parce que, comme l'avait invoqué le bailleur, le locataire, lui, a déduit en principe, puisque, à part des institutionnels, banques et assurances, les locataires qui sont des professionnels ont la possibilité de déduire la TVA sur les loyers. Eh bien, le juge n'en a pas pris du tout compte et donc il a octroyé effectivement cet indu. Après, je pose une question, mais je me demande si on ne peut pas aller sur l'enrichissement sans cause pour contre-attaquer, mais bon, ça c'est un autre débat. Je vais enchaîner du coup avec la fin de bail, puisque ça aussi c'est très important. On a eu voilà. Si vous avez l'habitude d'avoir quand même une sensibilité avec la TVA, vous savez que la question des indemnités est une question très épineuse. À savoir, est-ce qu'une indemnité qui est prévue dans le bail, et surtout au moment de la résiliation, doit être soumise ou non à la TVA? La question a été posée, une question à l'Assemblée, de savoir si, du fait d'un nouveau bulletin officiel des impôts, on pouvait considérer que l'indemnité de résiliation devait être systématiquement soumise à la TVA. La réponse est arrivée, et la réponse est clairement non. Pourquoi? Je veux dire, malheureusement pour vous, on doit toujours raisonner au cas par cas. Parce que chaque bail, chaque situation d'un bailleur, d'un preneur est différent. Et donc, on doit analyser à chaque fois, et c'est ce qu'on fait avec les juristes, c'est qu'on analyse à chaque fois la situation du bail, du preneur, du bailleur et des conditions dans lesquelles l'indemnité est versée. Donc, on ne peut pas malheureusement systématiser les indemnités, que la résiliation soit à l'initiative du bailleur ou du preneur. Vous devez, j'allais dire, poser le crayon et vous demander si on est sur une indemnité qui doit être soumise à la TVA ou pas. Ça a une importance très importante. Pourquoi? Parce que, admettons que vous êtes preneur,
on vous facture de la TVA au titre de l'indemnité de résiliation parce que vous êtes à l'origine de la rupture du bail, eh bien, vous avez un risque que l'administration fiscale vous remette en cause la déduction de cette TVA parce que l'indemnité n'aurait pas dû être soumise à la TVA. Et dans l'effet inverse, si vous êtes bailleur et que vous considérez qu'on est dans un cadre indemnitaire qui a juste vocation à réparer un préjudice, vous ne mettez pas de TVA, là aussi, vous avez un risque que l'administration fiscale vienne vous voir et vous dise vous auriez dû soumettre l'indemnité à la TVA, collecter cette TVA, et donc je vous la réclame. Et le problème, c'est qu'on a aussi des délais de prescription, et donc on peut revenir en arrière 2 ans, 3 ans après la conclusion ou le versement de ces indemnités. Donc voilà pourquoi je suis intervenue, je me présente devant vous aujourd'hui. C'est vraiment pour vous sensibiliser dans le cadre de vos négociations, de conclusion de bail ou de rupture de bail ou en cours de bail à ces sujets TVA. Ouais, on va clôturer. On vous remercie de votre attention, votre présence, et on est à votre disposition pour répondre à vos questions, bien entendu. Merci.